président Ouattara a échangé avec le Premier ministre du Burkina Faso sur la table le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du plan national de développement économique et social du pays des hommes intègres. L'aquaculture, l'alternative pour satisfaire la consommation en poisson de la population ivoirienne, une consommation qui dépend fortement de l'extérieur. Nous ferons l'état des lieux de ce secteur avec Victorine Yao Yobou. Et puis l'armistice de 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et bien plus tard, en juin 1919, la signature du traité de paix de Versailles met réellement fin à l'état de guerre. Près de 100 ans après, les clichés sur la Grande Guerre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rapport 2015 de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a été remis au chef de l'État aujourd'hui. Il est présenté en 3 axes. Ce rapport rend compte des violations et manquements aux droits humains pendant l'élection présidentielle. Comment se portent les droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Nous le saurons dans ce reportage de Viviane Haïm. Avant de rendre public le rapport 2015 de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la présidente de la commission, Sangaré Namizata, et son équipe sont venus ce vendredi remettre officiellement, ainsi que le prévoit la loi, copie de ce rapport au président de la République au palais présidentiel. Présents à cette audience aux côtés du président de la République, les ministres Paulette Badjo-Ezouou des droits de l'homme et des libertés publiques, Marietou Koné de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dans son intervention, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a relevé que le cadre sociopolitique et juridique national est favorable au respect des droits de l'homme. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous rendre hommage pour la stabilité retrouvée de notre beau pays et pour votre engagement personnel dans le renforcement de l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Cette vitalité se traduit également sur le plan diplomatique par le retour gagnant de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale depuis votre premier mandat. Notre pays, désormais, a une voix admise, estimée et qui compte au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où il siège depuis 3 ans. Concernant la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2015, objet de ce rapport, la Commission nationale des droits de l'homme relève plusieurs phénomènes de banditisme au cours de l'année 2015 et déplore par ailleurs la répétition des grèves en milieu scolaire et universitaire qui portent atteinte au droit à l'éducation. Le président de la République, qui a fait montre d'une écoute attentive, a félicité la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire pour sa contribution au plan national et en particulier en ce qui concerne les processus de rédaction de la nouvelle Constitution. Il s'est dit attentif aux critiques formulées par le rapport. Je voudrais féliciter Madame la Présidente, tous les membres de la Commission et vous dire que ce rapport est un rapport de qualité puisque mon cabinet m'en a donné quelques éléments et dire à quel point le gouvernement attache une importance capitale à votre analyse et à vos recommandations. Je note vos observations concernant les questions des coupeurs de route. Nous sommes très préoccupés par cela. Et cela, malheureusement, c'est le résultat de la crise que le pays a vécu pendant 10 ans. Il y a eu trop de personnes en armes dans ce pays qui ne devaient pas l'avoir. Et malheureusement, il en reste encore quelques-uns qui ont décidé d'utiliser comme métier ces activités de coupeurs de route. Nous sommes en train de maîtriser cela. Je me souviens, en 2012, nous avions pratiquement 10 cas, sinon plus, de coupeurs de route par semaine. Maintenant, nous en avons 2 ou 3, quelquefois même pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un progrès considérable. Vous avez mentionné la question des grèves. Et je suis entièrement d'accord que ces grèves, notamment quand elles sont illégales, intempestives, sont une violation de nos droits. Parce que tout de même, c'est un droit fondamental d'avoir à envoyer nos enfants à l'école, de leur donner une instruction. Et quand des enseignants ou des fonctionnaires se lèvent comme ça, sans suivre les procédures légales pour aller en grève,
cela est totalement inadmissible. Et bien sûr, la loi sera appliquée de manière intégrale et sans exception, comme je l'avais d'ailleurs annoncé déjà le 1er mai 2015. Et donc, les uns et les autres ont le droit de grève, mais il faut suivre les procédures définies par la loi, et ceci a été bien établi. Et je m'en souviens que c'était quand j'étais Premier ministre, en 1992, que nous avons défini ensemble avec les syndicats le droit et les procédures à suivre pour aller en grève. La Commission nationale des droits de l'homme voit son audience grandir de plus en plus au sein de la population. Le nombre de requêtes qui lui sont adressées est passé de 74 requêtes en 2015 à 244 requêtes en 2016. Face à sa demande d'un renforcement de ses capacités opérationnelles, le président de la République a donné son total accord. Le Premier ministre du Burkina Faso à Abidjan, Paul Kabatieba, a échangé avec le président Ouattara. Les deux hommes ont parlé de renforcement de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et aussi de la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du plan national de développement économique et social du pays des hommes intègres qui se tiendra à Paris les 7 et 8 décembre 2016. Viviana Ima. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, conduisait son homologue du Burkina Faso, Paul Kabatieba, à cette audience avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Si les échanges ont porté sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, relations à nouveau au beau fixe, le Premier ministre burkinabé a sollicité de la part de son gouvernement l'appui du président de la République, Alassane Ouattara, pour la réussite de la conférence des bailleurs que le gouvernement burkinabé va organiser au mois de décembre à Paris pour le financement de son plan national de développement. Nous avons échangé naturellement sur les relations amicales et fraternelles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et je lui ai transmis donc les salutations fraternelles de son jeune frère et homologue le président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous avons également échangé sur le renforcement des liens d'amitié, des liens de solidarité, des liens de fraternité. Nous avons échangé sur les voies et moyens pour dynamiser, renforcer ce cadre d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Et je fais part donc au président Alassane Ouattara de la volonté du Burkina Faso d'organiser bientôt à Paris une conférence des bailleurs de fonds, enfin ça s'appelle essentiellement exactement une conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du plan national de développement économique et social. Et cette conférence aura lieu le 7 et 8 décembre à Paris. Bien entendu, j'ai profité pour demander à son Excellence, Monsieur le Président, ses conseils avisés et puis ses avis sur la meilleure façon d'organiser cette conférence. Il m'a donné des conseils intéressants et également il m'a assuré donc du soutien de la Côte d'Ivoire et de son soutien personnel pour l'organisation et le succès de cette conférence. Une nouvelle preuve de la coopération désormais tous azimuts entre Abidjan et Ouagadougou. Après avoir échangé avec Alassane Ouattara, le Premier ministre burkinabé a eu une rencontre avec les membres du gouvernement. Au cœur de la rencontre, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le chef du gouvernement était bien entendu présent à cette rencontre. Daniel Kablan-Duncan qui a aussi échangé avec le ministre conseiller du Qatar, le Qatari, candidat au poste de directeur général de l'UNESCO. Dr Ahmad bin Abdelaziz Al-Kawari sollicite le soutien de la Côte d'Ivoire pour décrocher ce poste. Et puis les locaux de l'Université internationale de Côte d'Ivoire sont fonctionnels. Cette université propose les formations en sciences économiques et de gestion, en sciences informatiques et aussi en TIC. Alexis Ouedraogo était à l'inauguration de l'Université internationale de Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans, l'Université Clermont-Ferrand d'Auvergne manifeste son intention de créer des antennes dans certaines capitales africaines. La Côte d'Ivoire saisit la balle au bond. Le projet est porté par Awa Théophile, directeur de cabinet du Premier ministre. Depuis 2012, l'Université de Clermont-Ferrand est en matière économique la première université française.
Dans l'esprit du projet, cette université en Côte d'Ivoire sera à terme donc une antenne de l'université d'Auvergne. Tous les accords de principe sont verbalement obtenus, mais il faut concrétiser formellement ces accords et nous sommes donc en pourparlers avec l'université de Clermont-Ferrand. L'Université internationale de Côte d'Ivoire ouvre ses portes à ses premiers étudiants dans les filières sciences, économie et gestion et sciences, informatique et TIC. L'ouverture prochaine d'une antenne de l'Université d'Auvergne en Côte d'Ivoire qui assurera ainsi un transfert de savoir et de savoir-faire de qualité en permettant la formation des femmes et des hommes ici à Abidjan dans les mêmes conditions académiques qu'en France. Une telle perspective ne peut que réjouir le gouvernement puisqu'elle rentre parfaitement donc dans la grande vision du président de la République qui fait de l'éducation et de la formation un des grands piliers de sa grande ambition pour la Côte d'Ivoire. L'Université Clermont-Ferrand d'Auvergne et le CERDI ont durant de longues années contribué à la mise en place des politiques économiques et de développement des pays africains, à la formation des cadres de haut niveau des administrations et systèmes universitaires dans les domaines de l'économie et des finances. 7 projets de loi ont été votés à l'Assemblée nationale. La lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme font partie de ces textes. Prenons connaissance avec ces 7 projets de loi dans ce reportage de Sidouni Ndavila. Les parlementaires se sont favorablement prononcés sur 7 projets de loi ce vendredi à l'hémicycle. Il s'agit principalement du projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À cette plénière présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sakou Fadiga, 95 députés présents sur 250 députés siégeants ont validé les travaux adoptés en commission des affaires extérieures et en commission des affaires économiques et financières. C'est 7 projets de loi très importants, surtout le blanchiment des capitaux d'abord et le financement du terrorisme. Maintenant, il y aura un contrôle plus serré par rapport au blanchiment des capitaux et puis le financement du terrorisme. Plusieurs autres projets, dont le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Bangui, instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, et celui relatif à la constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile, ont eu l'adhésion des parlementaires. Reste à adopter par le gouvernement les tests d'application pour l'opérationnalisation de ces différents tests. L'Afrique de l'Ouest n'échappe pas à l'avancée de l'extrémisme. Vous vous souvenez, en mars dernier, la Côte d'Ivoire subissait une attaque terroriste à Grand Bassam, une attaque qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Comment venir à bout ou comment contrer l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest? Le cas de la Côte d'Ivoire et du Mali sur la table des experts. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui confrontée à l'émergence d'un phénomène communément appelé radicalisation ou extrémisme violent qui menace la sécurité régionale. La problématique étant nouvelle, sa compréhension mérite d'être renforcée. Pour cela, autorités ivoiriennes, coutumières, religieuses, organisations de la société civile et partenaires au développement se sont retrouvés pour faire l'état des lieux de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, cas de la Côte d'Ivoire et du Mali, et rendre compte aux autorités ivoiriennes des conclusions des études menées sur les logiques d'engagement des jeunes au sein de groupes qualifiés de djihadistes et repenser leur compréhension du phénomène. La rencontre de ce jour revêt une importance capitale. Elle devrait dégager des pistes d'action pour permettre à nos États d'engager des réflexions, mais également des actions individuelles et collectives pour lutter durablement contre cette menace. Pour lutter contre l'extrémisme violent devenu fréquent en Afrique, le Japon entend développer activement des soutiens et appuis à l'autonomisation des jeunes et personnes vulnérables. Il est important que nos forces soient sur le terrain pour faire le travail de sécurisation. Mais il est tout aussi important d'encadrer ce travail de terrain d'une réflexion telle que ce type de séminaire, et cela permet tout le temps de nous remettre à jour et d'avoir des instruments, des approches nouvelles face aux mutations. Cette rencontre est organisée par le Conseil national de sécurité en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale et l'Institut d'études de sécurité.
Ce communiqué avant de poursuivre le journal, la commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale que pour la réception des candidatures à l'élection des députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ces guichets seront ouverts le mardi 15 novembre 2016, jour férié aux heures habituelles. Elle insiste auprès de tous que la réception des candidatures prendra effectivement fin le jeudi 17 novembre 2016 à 17h de rigueur. La commission électorale indépendante compte sur le civisme et l'esprit de discipline de tous, fait à Abidjan le 11 novembre 2016 le président Youssouf Bakayoko. L'ISTC veut vulgariser les métiers de la communication. L'Institut entend donc créer un espace d'échange et de rencontres pour y parvenir. Et c'est au cours des journées carrières de la communication que l'Institut va commencer à le faire. Le reportage de Franck Quadio. Les métiers de la communication, vaste champ de possibilités, mais peu d'informations au final. Ce nouveau bachelier est venu aux premières journées carrières de la communication mieux s'imprégner de la réalité. J'ai fait ma préinscription en communication et j'aimerais avoir des informations pour pouvoir m'orienter dans ce domaine. Des journées carrières de la communication, l'idée est partie d'un constat, la nécessité de favoriser une meilleure adéquation formation-apprentissage. Il était temps de venir à créer un carrefour, donc une plateforme de rencontre entre, qui met en contact étudiants aspirants à la communication et professionnels. Une aubaine pour les responsables d'établissements, les offres de formation en matière de communication de plus en plus diversifiées. Les jeunes avec des smartphones, ils balancent des informations, donc il faut pouvoir les éduquer pour qu'ils donnent de bonnes informations. Les journées carrières de la communication, l'idée à l'adhésion des Nations Unies à travers l'UNESCO Côte d'Ivoire, mais aussi de la tutelle, la communication, un secteur appelé à répondre à la question de l'emploi des jeunes. Le secteur de la communication et de l'information doit, plus que par le passé, participer à la résorption du chômage de la jeunesse ivoirienne qui demeure, bien entendu, l'une des priorités de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les journées carrières prennent fin le samedi 12 novembre. Des panels et autres forums d'échange sont, entre autres activités inscrites au programme. La Radio-Fréquence 2 célèbre ses 25 ans. Une journée porte ouverte a été organisée pour rapprocher les auditeurs de leur radio. La Radio-Fréquence 2 veut mettre les bouchées doubles pour encore plus d'auditeurs, c'est-à-dire rapprocher encore plus d'auditeurs. Le reportage de Malika Koulibaly. Gaieté, chaleur et ambiance. 25 ans après sa création, Fréquence 2 n'a pas changé. Et les souvenirs de cette radio qui a vu le jour en 1991 est encore vivace dans l'esprit de ses fans qui sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour célébrer leurs médias préférés. Mon amour pour la radio Fréquence est né depuis le temps d'Alassane Ouattara. Je souhaite que du bonheur à Fréquence 2. Je voudrais aussi que Fréquence 2 vraiment ait encore les idées. Sa notoriété, Fréquence 2 la doit à des noms comme Biram Diawara, Konsti, Eka, Kadendao et bien d'autres. Aujourd'hui encore, des hommes et femmes continuent d'œuvrer pour que la flamme ne s'éteigne pas. Tant que j'aurai le micro à Fréquence 2, je ferai tout pour satisfaire les auditeurs parce que, comme j'aime à le dire, nos premiers patrons sont les auditeurs. Sans les auditeurs, il n'y aura pas de Kunta Madère. Sans les auditeurs, il n'y aura pas de Fréquence 2. 25 ans et un beau parcours. Avec la floraison des radios en Côte d'Ivoire, Fréquence 2 continue de résister. Ses responsables ambitionnent même de gagner du terrain. Des programmes attrayants, des animateurs de talent, nous en avons. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le paysage audiovisuel, nous avons connu quelques difficultés en termes de positionnement et en termes de part de marché. La lutte aujourd'hui, c'est reconquérir donc tout le territoire ivoirien. Nous avons des avantages non négligeables. Nous sommes, je pense, la seule FM en Côte d'Ivoire à couvrir la Côte d'Ivoire. Les 25 ans de Fréquence 2, c'était, outre cette journée porte ouverte, des émissions grand public décentralisées, en direct comme ici à la place CP1 de Yopougon.
La Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en poissons. Pour couvrir ses besoins en poissons, le pays se tourne donc vers l'aquaculture. Cela pourra-t-il garantir l'amélioration de la productivité et de la compétitivité? Et quel est l'état des lieux de l'aquaculture en Côte d'Ivoire? Suivons cet élément de Victorine Yaouyoboué et nous le saurons. Jérémy Kwasi, ingénieur agronome de son état, mène parallèlement l'activité d'aquaculteur. Sa ferme piscicole est située à Zaguié, localité distante de 40 km d'Abidjan, la capitale économique au sud de la Côte d'Ivoire. Sur le site de plus de 10 hectares, plusieurs étangs barrages, des bassins piscicoles qui tirent leur source d'un cours d'eau. Alternant pisciculture intensive et semi-intensive, Jérémy élève ainsi des tilapias, des silures, des mâchoirons et des camerounes dans leur milieu naturel. Ici, en fait, c'est une exploitation d'EVA. Et à l'intérieur, il y a des flancs d'eau, des petits marigots qui traversent la plantation. Donc nous avons décidé d'exploiter ces espaces-là pour produire du poisson. Et l'option que nous avons prise, c'est de produire du poisson de façon naturelle, avec donc l'apport de tout ce qui est alluvion par les rivières et tout ce qui vient donc par les eaux de pluie. Et nous apportons donc un complément alimentaire. Donc ça, c'est un élevage semi-intensif. Pour atteindre ce résultat, il a fallu 3 ans de dur labeur et plus de 15 millions de francs CFA d'investissement. L'aquaculteur ambitionne de produire 80 tonnes de poissons par an. Ses estimations en termes de revenus atteignent les 100 millions de francs CFA. Quand vous vendez en gros, c'est autour de entre 1500 et 2000 francs le kilo quand les femmes viennent chercher Bochon. Comme je fais la production en gros, je pense que si je prends 1500 francs multiplié par ce que j'ai donné là, vous voyez déjà que ça va chercher au moins à 100 millions. C'est beaucoup. Je pense que c'est une très bonne activité. Comme Jérémy, il existe une centaine d'aquaculteurs en Côte d'Ivoire, mais tous n'ont pas le même rendement. La production aquacole nationale est donc faible. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, elle se chiffre à 4500 tonnes sur les 80 000 tonnes de poissons pêchés annuellement en Côte d'Ivoire. La pêche d'une façon générale, y compris l'aquaculture, fait environ 80 000 tonnes. Alors que nous consommons en Côte d'Ivoire plus de 350 000 tonnes de poissons. Donc l'aquaculture représente environ 5% de la production nationale, ce qui est négligeable. La faible contribution des aquaculteurs dans la production nationale n'est pas sans conséquence. La Côte d'Ivoire importe une grande partie de sa consommation. Les eaux marines et continentales sont surtout surexploitées. L'épuisement des stocks de poissons dans nos eaux est devenu une réelle menace. Il y a une surpêche au niveau de la zone de pêche artisanale. Ils utilisent aussi des filets qui ne sont pas autorisés et même ils pêchent les alevins. Vous voyez sur le marché, il y a de tout petits poissons. Conscient des besoins de plus en plus croissants et des dangers liés à la surpêche, le ministère déploie des efforts pour faire de l'aquaculture une alternative crédible. Nous sommes ouverts aux Brésiliens qui nous ont fait parvenir des tilapias d'origine ivoirienne, mais à ces tilapias-là, on a appliqué une technique de production très appropriée qui nous permet aujourd'hui d'avoir en l'espace de 6 mois un tilapia d'1 kilogramme. Et ça, c'est très important. À l'horizon 2020, le ministère a un objectif à atteindre qui est de 200 000 tonnes de produits aquacoles. Produire 200 000 tonnes de poissons grâce à l'aquaculture à l'horizon 2020, c'est un défi énorme qui implique non seulement l'engagement de l'État, mais aussi celui des aquaculteurs. Nous avons des stations d'alvinage où nous produisons des alevins que nous allons mettre à la disposition des pisciculteurs, des aquaculteurs, et même que nous allons utiliser dans les rivières, dans les lacs, empoissonner nos eaux. Ces carpes qu'on a, le taux de croissance est plus faible. Le ministère a fait venir des carpes qui ont quand même une meilleure capacité de production en termes de grossissement, qu'on appelle les carpes brésiliens. Là. Donc je pense que si on a ces possibilités, comme le ministère en train de le faire maintenant, on pourra quand même contribuer à la production nationale. Parce que quand vous produisez sur place, c'est frais. Vous voyez ce type de poissons que vous voyez là, si vous les récoltez tout de suite, vous les braisez, vous avez le meilleur goût. Mais un poisson qui quitte à des milliers de kilomètres dans la glace congélée,
Quand vous êtes en train de préparer, ça ne donne plus le goût parce que tout est parti là. La Côte d'Ivoire dispose de nombreux plans d'eau, de barrages, d'un littoral de plus de 550 km, d'énormes potentialités qui peuvent contribuer au développement de l'aquaculture. Si on y ajoute la volonté politique, ce serait un bon départ pour à la fois assurer l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines halieutiques et protéger les océans ainsi que les cours d'eau de la surpêche. Les acteurs impliqués dans le processus de la bonne gouvernance de revenus publics issus de leur extraction ont été formés et c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, une plateforme mondiale qui a favorisé cette formation. Une formation qui a pour but de permettre à ces acteurs de s'approprier la nouvelle norme. Le reportage de Lansine Bakayoko. La mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, repose sur deux principes fondamentaux. La clarté dans les opérations de paiement et l'obligation de rendre compte aux populations. La norme qui permet d'évaluer le respect de ces principes a subi une révision en février 2016. Tous les acteurs de la mise en œuvre de l'ITIE doivent être informés sur la nouvelle norme afin de participer à la mise en œuvre de l'ITIE en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout afin d'apporter efficacement votre contribution à la validation prochaine de notre pays. La nouvelle norme cherche à apporter plus de lisibilité sur l'ensemble des aspects liés à la gouvernance de toutes les ressources naturelles, y compris la transparence fiscale, le négoce des matières premières ainsi que les licences. Cette session de formation, initiée par le Comité national pour la transparence des industries extractives, s'inscrit en droite ligne avec le plan d'action du gouvernement. La transparence, c'est-à-dire la traçabilité de tous les revenus qui sont perçus, tout ce qui est payé, etc., au niveau de l'administration, au niveau des structures concernées. Et donc cela permet de montrer que la Côte d'Ivoire n'a rien à cacher. La Côte d'Ivoire a été déclarée pays conforme le 22 mai 2013 à Sydney, en Australie. La GEST aussi teste l'efficacité de son organisation sécuritaire, sa réactivité en cas de sinistre grave. Le test s'étend aux moyens et matériels de lutte contre les incendies, d'où un exercice incendie, une simulation avec plusieurs forces opérationnelles de secours de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. GEST aussi, il est 10 heures, l'alarme retentit, un danger est signalé. Bon, on vient de recevoir un appel d'un feu à la sécurité de mouvement. J'envoie l'équipe de reconnaissance parler. La menace est identifiée. Il s'agit d'un incendie. Une sous-cuvette du réservoir contenant du super est en feu. Le personnel de l'entreprise est évacué. Les forces opérationnelles se mettent en œuvre pour affronter le sinistre. Après 58 minutes d'intervention, le feu est maîtrisé. On dénombre 3 blessés automatiquement pris en charge. Ceci est une simulation. Une mise en scène pour tester la réactivité des secours en cas de catastrophe. Pour un dépôt pétrolier, l'essentiel d'abord c'est la sécurité. C'est pourquoi nous faisons ces exercices-là. Et chaque fois, c'est en collaboration avec tous ceux qui sont autour de nous. Notre société mère qui est la CIR, la SMB, Petroci Gaz, Petroci Pipe et tous les autres. C'est très important pour nous parce qu'en cas de sinistre ici, c'est tout le fonctionnement qui s'arrête. Cet exercice incendie s'inscrit dans le cadre de l'activation du plan d'opération interne POI. Ce plan prend en compte plusieurs structures dont la police, la gendarmerie, le centre antipollution SIAPOL, le SAMU et le groupement des sapeurs-pompiers militaires. La GEST aussi rassure, la sécurité sur le site est de mise. Les agents peuvent vaquer sereinement à leurs occupations quotidiennes, sans peur. C'était un reportage de Moussa Konaté. L'armistice de 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés. Et bien plus tard, en juin 1919, la signature du traité de paix de Versailles met réellement fin à l'état de guerre. L'armistice de 1918 est signé le 11 novembre 1918. Le cessez-le-feu a entraîné dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 18 millions de morts.
Avant de finir, sachez que la Coupe du Monde 2018 sera en Russie et la deuxième journée des éliminatoires a démarré. La Tunisie et la Libye qui ont ouvert le bal aujourd'hui dans le groupe A. La Côte d'Ivoire et le Maroc s'affronteront demain au Maroc et le Mali et le Gabon croiseront le fer à Bamako. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.